Aujourd'hui, 6e émission, les toilettes de Madame Chauchat. Ainsi que Hans Castorp pouvait s'en rendre compte depuis son arrivée au sanatorium international Berghof, la journée était clairement divisée et organisée avec prévoyance. On se mettait rapidement en train et l'on acquérait de la routine en s'adaptant à ce mouvement, mais dans le cadre de la semaine et des unités de temps plus importantes, elle était soumise à certaines règles changeantes qui ne se présentaient que peu à peu. Quant à la succession quotidienne des visages et des objets, Hans Castorp avait encore à apprendre à chaque pas, à observer de plus près des choses regardées superficiellement et à accueillir du nouveau avec une réceptivité juvénile. Dis-moi, je suis intrigué depuis mon arrivée ici par ces récipients pensus qu'on voit partout, dans les couloirs. J'ai réfléchi et je n'arrive pas à en déterminer l'usage. Mais mon vieux, c'est pourtant simple. Ils contiennent de l'oxygène pur. Ouais, c'est bon après fou. Ce gaz vivifiant est dispensé aux mourants pour les ranimer et faire durer leur force. Quoi? Oui. Il y a des mourants ici? Là, tu en doutais? Là, derrière les portes près desquelles sont placés de tels ballons, comme ici par exemple, il y a des moribondi, comme dit le docteur Behrens. Ah tiens, le voici justement. Eh bien, monsieur Castorp, vous, les spectateurs désintéressés, qu'est-ce que vous devenez donc? Trouvons-nous grâce devant vos yeux observateurs? Oh, mais certainement, docteur. J'en suis flatté. Et notre saison d'automne, elle a du bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas un enfant trop malvenu. Je n'ai d'ailleurs pas ménagé les frais pour la pousser un peu. Mais c'est quand même dommage que vous ne veuillez pas passer l'hiver parmi nous. Car vous ne resterez que 8 semaines ici, m'a-t-on dit. Oh non, 3 semaines seulement, docteur. Comment? 3? Mais ce n'est qu'une visite de pure forme, ça. C'est tout à fait dommage que vous ne passiez pas l'hiver au Berghof, car tout ce qui représente la haute volée internationale, en bas à Davosplatz, n'y séjourne que l'hiver. Il faudrait que vous voyiez cela, ne fût-ce que pour votre éducation. Rien de plus cocasse que les sauts de moutons que font ces types sur les tremplins. Et les nanas perlouses, mon Dieu. Les nanas bariolées comme des vrais oiseaux de paradis, je ne vous dis que cela. Et puis, la glisseuse. Bon, je vais jeter un coup d'œil sur mon moribond. Stade final, vous savez. 5 douzaines de fiasques d'oxygène qu'il a sifflé, le sacre soifard. Mais d'ici à midi, il sera sûrement passé de l'autre côté. Eh bien, mon cher Terre, si nous nous en prenions encore une, qu'en diriez-vous? Mais qu'as-tu, Hans? Tu as l'air bouleversé. Il y a de quoi, non? C'est le premier moribond que j'aperçois de ma vie. Ce jeune homme au profil cireux, pauvre diable. Comme ses yeux m'ont paru chargés de signification lorsqu'il les a tournés vers la porte. Non, viens, il ne faut pas s'attarder sur de pareils spectacles. Bonjour, monsieur Zinsen. Bonjour, monsieur Castorp. Bonjour, Sorbert. Bonjour, madame. Sorbert, je crois que vous avez un malade qui vous préoccupe. Monsieur Radbein, oui. Si je ne me trompe. Oui, vous ne vous trompez pas. Le mal s'est porté sur l'intestin. Le malheureux fait tout pour précipiter sa fin. Il y a quelques jours, le croiriez-vous, messieurs, en revenant d'une petite course, je l'ai trouvé assis dans son lit, avec devant lui une chope de bière brune, un saucisson de salami, un morceau de gros pain noir et un concombre. C'est de la folie, non? Toutes ces spécialités, sa famille les lui avait envoyées pour se fortifier. Un comble. Le lendemain, naturellement, il était plus mort que vif. Au point où il en est, ce sera une délivrance pour lui. Oui, pour lui. Mais non pour moi. J'imagine assez, Sorbert, combien votre profession doit être pénible, mais certainement elle comporte des satisfactions. Oui, bien entendu. Sauver un malade en est une. N'empêche comme en ce moment qu'il est dur parfois de remplir sa tâche. Bon courage, Sorbert. Et tous nos vœux pour monsieur Radbein. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, Sorbert. C'est décidément le jour des rencontres. Reconnais-tu cette dame? Celle qui déambule enveloppée d'un cachemire noir? Oui.
La pauvre, son visage paraît usé par le chagrin. C'est cette vieille dame mexicaine que nous nommons tous les deux. Parce qu'elle a 2 fils ici dans un état alarmant. Oui, tu sais, je t'ai raconté. Ah, oui. Madame, les hommages. Permettez-moi de vous présenter mon cousin, Hans Castorp. Madame. Tout l'été, monsieur, tout l'été, vous savez. Je le sais, madame, je le sais. Et j'en suis profondément attristé. Merci. Tout l'été, monsieur, tout l'été. Tu n'en tireras rien de plus. Je m'en doute. Ce qui importe, c'est que je m'en sois bien tiré. D'ailleurs, je m'en sors toujours très bien avec cette espèce de gens. Je crois que par nature, je suis fait pour entretenir des relations avec eux. Tu n'es pas de mon avis? Oui, c'est possible. Cela tient sans doute au fait que tu t'accordes mieux avec des gens tristes qu'avec des gens gays. Hein. Dieu sait pourquoi. Peut-être parce que j'ai perdu mes parents si tôt. J'ai déjà remarqué que lorsque j'ai affaire à des êtres affligés et que la mort est en jeu, cela ne me cause pas le moindre trouble. Je me sens au contraire dans mon élément. Mais la peur de la mort, tu ne l'éprouves pas? La foi, non. Je trouve même que c'est une stupidité. Je comprends pas toutes ces bonnes femmes qui en ont une telle terreur et de tout ce qui s'y rattache. Puérilité. La vue d'un cercueil te cause-t-elle de l'effroi? Ah, mon Dieu, c'est un spectacle dont je me passe volontiers. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Je trouve qu'un cercueil est un meuble presque beau, même lorsqu'il est vide. Et quand il y a quelqu'un dedans? Eh bien, alors, c'est véritablement une chose solennelle. Les enterrements ont quelque chose d'édifiant, à tel point que je me suis souvent dit que pour se recueillir, on devrait se rendre à un enterrement au lieu d'aller à l'église. Les gens ne me paraissent jamais plus dignes d'estime que vêtus de drap noir, le chapeau à la main, se tenant correctement et plongés dans la méditation. Au moins, on n'entend pas de ces mauvaises plaisanteries si répandues à l'ordinaire autour de soi. Mon cher, tu aurais dû te faire pasteur. Très juste. À certains égards, cela ne m'aurait pas mal convenu. De la bière, du tabac, de la musique. Je vois que vous avez le sens des atmosphères nationales, n'est-ce pas, monsieur Simpson? N'est-ce pas, monsieur Castorp? Vous voilà dans votre élément, j'en suis ravi. Ah, c'est une bonne chose que le dimanche au Berghof, monsieur Settembrini. Nous avons droit à un orchestre, et pas seulement à un orchestre. Chacun s'efforce visiblement de faire en sorte que cette journée ne soit pas pareille aux autres. Vous êtes bon observateur, monsieur l'ingénieur. Il est vrai que l'administration et les pensionnaires s'entraident dans cet effort. Vous avez remarqué que dès le thé de ce matin, on a servi de la tarte aux amandes. J'ai même constaté, chose remarquable, qu'à chaque place, il y avait un petit vase orné de quelques fleurs que les messieurs piquent à leur boutonnière. Et ces messieurs, comme vous dites, sont d'un chic. Mazette! Le procureur Paravent de Dortmund a même revêtu une jaquette et un gilet à pois. Et les dames, quelle élégance! Surtout Madame Chauchat. Lorsqu'elle a paru ce matin au petit déjeuner, en déshabillé de dentelle, elle était absolument ravissante. Et quelle délicieuse démarche. On dirait une chatte qui se glisse vers l'assiette de lait. Je voudrais que nous puissions changer de place à table, monsieur Castorp, pour que vous soyez à même de la contempler aussi commodément et aisément que moi. Oh, de toute façon, il ne serait guère poli, mademoiselle Engelhardt, de tourner tout le temps la tête vers elle. Ah, c'est pas vrai. De fait, Dieu sait ce qu'elle finirait par s'imaginer si elle s'en apercevait. Oh, tenez! Regardez là-bas, dans le groupe des Russes bien. Elle dit bonjour à son monde. Elle est vraiment exquise. Lorsqu'elle sourit et parle, comme en ce moment, une fossette se creuse dans sa bouche. C'est une enfant gâtée, c'est pourquoi elle est si nonchalante. Avouez, monsieur Settembrini, qu'on est obligé, bon gré mal gré, d'aimer de tels êtres. Un sentiment qui ne doit guère être partagé par le mari, on ne le voit jamais. Que fait-il donc dans la vie? Fonctionnaire. Fonctionnaire de l'administration russe, dans une province perdue, le Daghestan. Vous savez, c'est tout à fait à l'est, au-delà du Caucase. Oui. Comment voudriez-vous qu'elle vienne jusqu'ici, le malheureux? C'est elle qui lui rend visite parfois. Oh, pas souvent, une fois par an à peu près. Bah, évidemment, elle ne peut guère se déplacer puisqu'elle est malade. Quand même, pas à ce point. Pas assez gravement pour qu'elle soit obligée de séjourner sans interruption dans les sanatoriats et séparée de son mari. Ce qui nous amène à penser qu'il y a d'autres raisons. Peut-être n'a-t-elle aucun goût, monsieur Castorp, pour le Daghestan? Une contrée aussi lointaine et aussi sauvage. Cela n'aurait rien d'étonnant. Mais je suppose que cela tient aussi au mari. Tiens, et ces suppositions s'appuient sur quoi, mademoiselle? Eh bien, c'est tout de même un fonctionnaire russe, quoiqu'il ait un nom français. Une espèce d'homme assez grossière, si vous voulez m'en croire. Il m'est arrivé d'en rencontrer un.
Il avait une barbe griffée et une figure d'un rouge. Oh, ils sont du reste corruptibles à l'extrême. Et tous s'en tiennent pour le victime, cette affreuse eau de vie. Oh. Allons, vous lui attribuez tous les torts, mademoiselle Engelhardt. Et nous ne savons pourtant pas si elle ne porte pas la responsabilité de ce qu'ils ne peuvent vivre ensemble. Il faut être juste. Ah, tenez, quand je songe à ce travers qu'elle a de claquer les portes, je ne la tiens certainement pas pour un ange. Oh. Non, ne m'en veuillez pas, je vous en prie, mais je ne m'y fierai pas. Ah, mademoiselle Engelhardt, vous ne vous montrez guère impartiale en parlant d'elle. Hein, vous en êtes absolument folle, allez, ne le niez pas. Hein. Oh, c'est pas gentil de m'embarrasser ainsi, monsieur Castor. Chut, tout le monde va s'apercevoir que nous parlons d'elle et que vous me dites des choses qui me font rougir. C'était un jeu étrange auquel jouaient l'institutrice et Hans. Tous deux savaient qu'ils mentaient, que Hans ne taquinait mademoiselle Engelhardt que pour pouvoir parler de madame Chauchat. La vieille fille agissait par un obscur instinct d'entremetteuse, et c'était pour complaire au jeune homme qu'elle s'était sans doute entichée de la jolie Russe dont Hans goûtait en connaisseur le physique. Depuis qu'il s'était installé au Berghof, le cœur de Hans, nous l'avons dit à maintes reprises, battait obstinément et indiscrètement, mais Hans s'y arrêtait moins que les premiers jours. Il n'agissait plus désormais sans raison de son propre chef et sans rapport avec l'âme. Hans n'avait besoin que de penser à madame Chauchat, et il pensait à elle, pour éprouver le sentiment qui correspondait au battement de son cœur. Ah, Hans, il faut que je te dise. Aujourd'hui, lundi, modification du programme de la journée. Oui, à savoir une de ces conférences que le docteur Krokowski fait tous les 15 jours dans la salle à manger devant les malades en état de se déplacer. Diable, une conférence, ça ne tend de guerre. Et de quoi s'agit-il? Oh, d'une suite régulière de cours, d'une sorte de vulgarisation scientifique sous le titre général « L'amour comme facteur pathogénique ». Un truc farfelu, j'imagine. Ouais, c'est possible, mais il n'est pas admissible, ou du moins très mal vu, que l'on s'abstint d'y assister. C'est embrignant, c'est quelque chose. Le fait qu'il n'y assiste pas est considéré comme le comble de l'impertinence. Et si au moins il ne se livrait pas sur le compte des malades aux remarques les plus désobligeantes. Bon, j'ai compris, je m'y rendrai. Tout d'abord par politesse, mais aussi, je l'avoue, par curiosité. Bon, et auparavant, j'ai envie de me dégourdir les jambes et de faire une grande promenade. Les choses ne peuvent continuer ainsi, mon vieux. Le sang finit par s'endormir à ce régime. Et j'en ai par-dessus la tête de l'existence horizontale. Je m'y soumets bien, moi. Oh, c'est tout à fait différent. Tu es malade, tu es en traitement, toi. Il ne saurait être question de t'entraîner avec moi, mais il faut que je sorte. Non. Où as-tu l'intention d'aller? Oh, où le hasard me conduira. Nous verrons bien si je ne serai pas un autre homme lorsque je serai de retour. Bon, mais ne t'éreintes pas, surtout. Hein. Et sois de retour pour l'heure de la conférence. Je m'y efforcerai. Tout à l'heure, Joachim. À tout à l'heure, et bonne promenade. C'était un matin frais et couvert, aux environs de 8h30. Hans Castorp aspira profondément l'atmosphère fraîche et légère qui pénétrait sans peine et était sans humidité. Il franchit le cours d'eau et la voie étroite des rails, rencontra la route irrégulièrement bordée de maisons, mais la quitta aussitôt et s'engagea dans un sentier à travers les prés qui, après un court trajet à plat, montaient obliquement et en pente assez raide le long du versant de droite. Cette montée réjouit Hans Castorp. Sa poitrine se dilata. De la poignée de sa canne, il repoussa son chapeau en arrière, et lorsque, arrivé à une certaine hauteur et regardant en arrière, il aperçut au loin le miroir du lac auprès duquel il était passé en arrivant, il se mit à chanter. Et le vin, mais encore plus souvent la vertu, que les bardes chantent l'amour et le vin, mais encore plus. Il monta plus haut encore, en zigzag. Une forêt de conifères au tronc haut l'accueillit, et tout en la traversant, il se reprit à chanter un peu avec précaution, car ses genoux et sa tête se mirent à trembler si vivement qu'en dépit de sa jeunesse, il branlait exactement comme avait fait jadis le vieux Hans Lorenz Castorp. Il s'assit pour se laisser distraire par l'aspect d'une chute d'eau à l'écume mobile, pour prêter l'oreille à ce bruissement idylliquement bavard. Mais à peine se fut-il installé commodément qu'il fut pris d'un saignement de nez si soudain qu'il ne réussit pas à mettre son costume complètement à l'avant. Le saignement était violent.
persistant et l'obligea, durant une bonne demi-heure, à aller et venir sans cesse entre le banc où il se trouvait et le torrent pour rincer son mouchoir, aspirer de l'eau et s'étendre de nouveau à plat, le mouchoir humide placé sur le mur. Il resta ainsi étendu lorsque le sang fut tari, demeura tranquille, les mains croisées derrière la tête, les genoux repliés, les yeux clos, les oreilles pleines de bourdonnements, et dans un état de vitalité singulièrement diminué. Bien plus tard, il rentra au Sana, où avait lieu ce jour-là la conférence du docteur Krokowski. Ah, Hans, te voilà enfin. La conférence a commencé depuis longtemps. Je suis sorti à plusieurs reprises pour te guetter. Que faisais-tu donc? Et qu'as-tu? Tu es tout pâle. Et ce sang sur tes vêtements. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mon vieux. Un malaise suivi d'un épouvantable saignement de nez. Ah. Ouais. Quand j'ai voulu me remettre en route pour le Berghof, je me suis aperçu que mes genoux ne me portaient plus. Et avec cela, les palpitations irrégulières de mon cœur me coupaient la respiration. Si j'avais pu prévoir, je t'aurais accompagné. Et comment es-tu rentré? Par mes propres moyens, ça aurait été impossible. Oh, j'ai essayé, bien sûr. Et plusieurs fois, j'ai dû m'arrêter au bord du chemin, le visage envahi d'une sueur froide, et puis toujours ces sacrées palpitations. Et descendre sur ce sentier enlacé était encore plus pénible. Et au moment où j'atteignais la vallée, à proximité du casino, je me suis rendu compte clairement et nettement que je n'aurais plus la force nécessaire de franchir le long trajet jusqu'au Berghof. N'y avait-il pas de taxi dans les parages? Non, aucun. Par chance, un camion chargé de caisses vides passait par là, et le voiturier eut la gentillesse de me laisser monter. Il m'a déposé à la porte du Seine. Bon, maintenant tu vas aller te reposer dans ta chambre. Nous aviserons plus tard. Non, me reposer, pas question. Je me sens beaucoup mieux et je tiens à faire acte de présence à la conférence. Elle doit toucher à sa fin. Tant pis, nous nous plaçons discrètement dans le fond de la salle. Bon, alors viens. De tous les instincts naturels. J'ai bien fait de venir, tout le monde est là. Le plus menacé, inclinant profondément à l'égarement funeste et à la perversion. Et cela n'a rien d'étonnant. Cette puissante... La dame qui était assise devant Hans était Madame Chauchat. Il l'a reconnue avec une sorte d'irritation. Oh, du diable, encore une fois. Il avait cru être assis tranquillement, comme parvenu au but, et pouvoir se reposer quelque peu. Et voici qu'il était justement installé non loin d'elle. Les pensées de Hans Castorp se troublèrent, tandis qu'il regardait le dos indolent de Madame Chauchat. Elles cessèrent d'être des pensées et devinrent des rêveries dans lesquelles le baryton traînant du docteur Krokowski faisait, comme de très loin, résonner son air à la sonorité assourdie. Le dégoût pudibond, un tremblant besoin de pureté, comprime l'amour. Le ligote dans les ténèbres. Ne laisse qu'une partie de ses revendications... Avec ses yeux ardents, sa pâleur de cire, sa barbe noire et ses sandales de moire sur ses chaussettes grises, le docteur Krokowski semblait lui-même symboliser en personne le combat entre la chasteté et la passion dont il venait de parler. Du moins, était-ce l'impression de Hans Castorp. Il baissa la tête pour réfléchir à ce qu'il avait entendu et se demandait s'il avait compris. Mais, mal exercé comme il l'était à de telles séquences de pensée, et de plus peu propre à la réflexion par suite de sa promenade malencontreuse, son attention était facile à détourner, et fut aussitôt détournée par ce dos devant lui, et le bras qui le prolongeait, qui se levait et se repliait en arrière pour soutenir par en bas des cheveux nattés. Et non admis ne réapparaît que sous la forme de la maladie. Le symptôme des maladies est une activité amoureuse déguisée. Et toute maladie est de l'amour métamorphosé. Oh, mon Dieu, comme c'est oppressant d'avoir cette main si près de mes yeux. Elle n'a absolument rien d'aristocratique, certes. C'est plutôt une main d'écolière avec ses ongles coupés tant bien que mal. On dirait que la peau, à côté des ongles, est rongée. Mais oui, ma foi, oui. Le bras est plus beau. Ce bras mollement replié derrière la tête.
l'étoffe de la manche est de la gaze la plus légère, de sorte que le bras en est gracieusement auréolé. Il est à la fois délicat et plein, frais au toucher, sans doute. Ah, comme les femmes ont l'art de séduire. Elles montrent ceci et cela de leur nuque, de leur poitrine. Elles transfigurent leurs bras par une gaze transparente. Ah, bon sang, la vie est belle. Elle est belle grâce à de pareilles créatures. On devrait y penser plus souvent pour prendre vraiment plaisir à l'existence. Se rendre compte que c'est dans un but certain que les femmes s'habillent d'une manière délicieuse et féerique, sans pour cela contrevenir à la bienséance. Tout cela en vue de la prochaine génération, de la reproduction de l'espèce humaine. Mais quoi? Lorsque la femme est intérieurement malade, lorsqu'elle n'est pas du tout faite pour la maternité, oui, alors, quoi? Est-ce que ça a un sens qu'elle porte des manches de gaz pour me rendre curieux de son corps? De son corps intérieurement miné? Ça n'a évidemment pas de sens. Elle devrait passer pour malséant. Et être interdit. Car s'intéresser à une femme malade, c'est au fond aussi peu raisonnable que, mon Dieu... Ces réflexions rêveuses de Hans Castorp en restèrent là, parce que son attention fut de nouveau attirée par le docteur Krokowski, qui avait élevé la voix d'une manière frappante. Il était là, debout, les bras ouverts et la tête penchée obliquement, derrière sa petite table, et malgré sa redingote, il ressemblait presque au Seigneur Jésus-Christ sur sa croix. Libérez-vous du mal secret qui vous ronge, des inhibitions de la pudeur, de vos chagrins. On y parvient par l'analyse, l'exploration et l'illumination de l'inconscient. Je vous exhorte à la confiance et vous donne une promesse de guérison. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Très intéressantes ces idées sur l'avenir. Oh, ce Krokowski est formidable. Formidable, Krokowski. N'est-ce pas? Comme chaque soir, du lundi au vendredi, le programme France Culture vient de vous présenter un épisode de La Montagne magique de Thomas Mann, dans l'adaptation et les dialogues de Michel Manol. Bruitage et effets spéciaux Jean-Jacques Noël. Ambiance réalisée avec le concours de la Société suisse de radiodiffusion. Chef opérateur du son, Michel Ristich. Collaboration technique, Chantal Gâteau. Assistante, Florence Boissière. Réalisation, Georges Godebert.